Bonjour, je suis Roselyne et vous écoutez Bininga Walk, le podcast sur les questions afroféministes du collectif Moissy, produit par Kizu Studio. Bininga Walk est un podcast qui se veut être un espace féminin, à la fois d'échange et d'apprentissage sur les questions afroféministes. Son nom, Bininga Walk, qui signifie en étone femme écoutée, illustre le cadre de l'émission, intimiste, militant et affirmatif envers les femmes noires. Je vais à présent vous lire un extrait d'Afrofemme, livre par Moissy Collectif. Nous parlons de notre afroféminisme comme révolutionnaire, car notre objectif est un changement de système. Cette position est différente des approches réformistes, ces approches qui veulent améliorer le système ou faire en sorte que les places soient distribuées différemment. Nous pensons qu'il est impossible d'améliorer ce système, car pour fonctionner, il a besoin de l'exploitation. Nous ne sommes pas intéressés par le changement de place. Ce que nous voulons, c'est qu'il n'y ait plus personne au bas de l'échelle, que l'échelle disparaisse d'ailleurs. Notre collectif se bat contre le racisme et spécifiquement contre la négrophobie, racisme dirigé contre les Noirs. La négrophobie se déploie dans tous les domaines de la société française et partout dans le monde. La suprématie blanche instaure une hiérarchie de valeurs qui attribue tout ce qui est positif à la blancheur et tout ce qui est dégradant, sans possession, aux noirs. Il n'est pas un pays où les communautés noires, quand elles sont minoritaires, ne sont pas exploitées. En France, la négrophobie se manifeste par les contrôles policiers, les peines de prison, les discriminations au travail, à l'école, au logement, mais aussi à travers la culture, les médias et la publicité. Les Noirs de France partagent une condition commune avec d'autres groupes racisés, notamment les personnes arabes, face au racisme d'État. Au-delà de ces conditions communes, police, justice, relégation périurbaine, discrimination, il est indispensable pour nous de traiter la question de la négrophobie, mais aussi les questions relatives à la condition noire de manière spécifique. Nos luttes visent à un monde débarrassé de la société de classe où les bourgeoises s'enrichissent sur notre travail et s'accaparent les ressources pendant que l'État se charge de criminaliser la pauvreté. Les Noirs composent une bonne partie des classes précaires et pauvres en France et dans les colonies départementalisées appelées dom-tom. Le racisme et le capitalisme organisent main dans la main notre exploitation, poussant une partie d'entre nous dans les économies criminalisées et vers la prison. Il nous faut en finir avec ce système, en finir avec l'exploitation salariale, en finir avec la bourgeoisie. Notre afroféminisme est pour la fin de l'hétéropatriarcat qui permet aux hommes d'exercer toutes sortes de violences sur les femmes et minorités de genre, allant de l'humiliation au meurtre. L'hétéropatriarcat, c'est aussi la domination de l'idéologie hétérosexuelle et tout ce qui va avec. Par exemple, l'homophobie, car les femmes n'ont de valeur que si elles sont en couple hétérosexuel. Les femmes n'existent que pour le plaisir des hommes, pour servir les hommes et être en compétition entre elles. Il est essentiel pour nous que l'afroféminisme ne soit pas une simple identité, mais une pratique politique dans des collectifs, qu'ils soient afroféministes ou non, qu'ils soient mixtes ou non. Notre objectif est de renforcer le mouvement afro en France dans l'autonomie et pour cela il nous faut des organisations politiques afro fortes, tant sur le plan de la pratique militante que sur le plan de la pensée. Notre lutte afroféministe s'inscrit dans ce sens afin de créer un rapport de force qui permette des alliances d'égal à égal avec l'ensemble du mouvement social en France et soutenir la lutte panafricaine pour la libération de l'Afrique. Bonsoir, premier épisode de Bininga Walk et Sharon nous a rejoint. Je suis donc afrodescendante, née en Bretagne, voilà, de parents congolais de la République démocratique du Congo. Je suis travailleuse sociale, voilà, j'ai notamment l'occasion d'accompagner des personnes vivant avec le VIH et les hépatites. D'accord. Et puis au niveau militant, je suis maintenant un électron libre, mais j'ai longtemps milité dans la lutte contre le sida, ça a été mon premier terrain politique. D'accord. Et après avoir fait des études universitaires
en sociaux, en études de genre, effectivement la question des féminismes s'est posée, puis voilà, de l'afroféminisme, de la création de Moissy. Pour moi, l'afroféminisme, c'est à la fois tout ce que l'on peut mettre en place en tant que femme noire pour s'émanciper, pour s'accomplir, pour avancer, mais aussi pour lutter, résister évidemment contre le racisme d'État, le patriarcat. Et évidemment, pour moi, l'afroféminisme n'a de sens que s'il est solidaire, évidemment avec d'autres femmes, avec d'autres minorités. Donc par rapport à la conception de Moissy, en fait, est-ce que c'est l'afroféminisme qui t'y a mené ou t'as commencé par... t'avais cette envie déjà de faire quelque chose autour des femmes noires et des luttes des femmes noires? Moi, j'étais pas quelqu'un de politisé avant 2013, pour être exact. D'accord. Je pense que j'avais pas pleinement conscientisé ma couleur de peau, en fait, parce que pour en arriver à s'organiser, à monter un collectif, à solliciter d'autres personnes noires, il faut déjà être conscient qu'on est soi-même noir et il y a ce déclic et je pense que c'est ça qui a été important, c'est que moi dans mon parcours j'ai très tôt compris que effectivement être une femme noire était une expérience sociale particulière. Est-ce qu'il y a eu des choses qui t'ont marqué contre lesquelles tu faire preuve justement d'une hargne ou de surmonter les étapes que vous y connaissiez pas dans la fondation d'un collectif, t'avais cette envie? Moi, dans les choses que je retiendrai, il y avait évidemment la manifestation du 8 mars qui a été, je pense, le moment où ça, pour moi, qui est historique, où on a vraiment, je trouve, médiatiquement, en tout cas, explosé et très vite on a eu des sollicitations des médias et voilà, des médias mais ça allait de médias très sérieux à des magazines féminins. Voilà, parce qu'on se disait que l'afroféminisme c'était tendance, que voilà. Donc voilà, puis évidemment après il y avait tout le discours évidemment on était déjà à une époque où il y avait de toute façon des discours forcément très haineux à l'égard de la non-mixité et de la non-mixité qu'elle soit raciale ou de genre et ça c'est quelque chose qui a été évidemment difficile à comprendre pour beaucoup de médias, pour beaucoup de personnes, que ce soit des personnes mais toutes communautés confondues, hein, même des personnes noires étaient vraiment hostiles à ce genre de démarche, mais encore une fois la non-mixité a aussi fait ses preuves politiques, hein, enfin ça permet aussi quand même à des personnes, à des parfois même très souvent à des minorités aussi de se repenser, de penser leur stratégie. Enfin voilà, on était forcément perçus comme dangereuses, comme radicales et dangereuses, et forcément avec ce fond de on porte atteinte ou on vient troubler l'ordre républicain. On vient troubler aussi le féminisme universaliste aussi. Dans les faits marquants, moi je m'en souviendrai toujours quand on avait fait une manif pour les 40 ans je crois de la loi IVG. Je me souviens, donc on était deux, trois, on est parti manifester, le collectif était encore mais minuscule et je me souviens de remarques hallucinantes de féministes qui nous disaient mais vous êtes belles, bravo les filles, vous êtes très belles. Enfin je me souviendrai toujours de ça, de ces réflexions très esthétiques finalement. Mais personne pouvait soupçonner que personne nous donnait une crédibilité féministe ou politique en fait. C'était la forme mais pas le fond. Voilà, c'était la forme. C'était très gênant, très dérangeant. Et c'est là où effectivement on s'était dit il faut qu'on soit nombreuses, faut qu'on soit bruyante, faut qu'on s'accapare l'espace public parce que effectivement je pense qu'on nous sous-estime et on nous prend pas au sérieux. Donc mais il y a eu plein de moments très forts hein, dans Moissy. Moi le moment aussi que j'ai aimé c'est quand je me suis vénère après Maya Citrup qui est une féministe historique. On avait fait une conférence Défaire l'Empire, on présente notre collectif et elle nous coupe la parole. D'accord. Il y a déjà une première sista qui la recadre, voilà, déjà pour me faire comprendre que ça se fait pas. Et elle insiste. Et je me souviens de l'avoir mis dehors. Ah oui. Ouais. Donc ça c'était
Quand c'est nécessaire, quoi. Ouais. Effectivement, ça rentre aussi dans les problématiques, justement, avec ce féminisme universaliste qui vient et qui veut toujours, d'une certaine manière, s'imposer, ouais. et un petit peu dénigrer ce qui peut se faire. C'est ça, c'est vraiment gênant. Ça a été un moment assez intense, même émotionnellement, parce que s'énerver comme ça, en public, devant tout le monde, c'est filmé, c'est quelque chose qui reste. J'avais sous-estimé moi le pouvoir aussi des images. C'est une vidéo qui a beaucoup tourné. J'ai eu des messages hyper cool, mais j'ai eu aussi des messages très durs aussi au début où t'as pas géré ta colère, t'as pas su garder ton sang-froid. C'est pas, peut-être que ça lie aussi un peu l'image du collectif, tout ça. Le regret, or s'il devait y en avoir un, c'est que c'était peut-être pas assez intergénérationnel, ça a manqué d'aînés, je pense qu'on aurait eu alors peut-être que ça a évolué aujourd'hui, mais je pense d'avoir plus de passerelles avec avec nos tantines, d'autres générations, puis même des plus jeunes, essayer de. Alors je sais que moi aussi a fait des choses dans ce sens-là, aussi, donc je sais que le collectif l'a fait, et puis puis être sur le terrain. Je pense que moi j'ai une approche de l'afroféminisme qui est aussi très sociale, qui est clairement inspirée du travail social, en tout cas. Et c'est vrai que faire du terrain, aller à la rencontre des femmes noires dans des espaces justement, dans des maisons de quartier, dans des assos, vraiment faire plus de passerelles, plus de liens avec à cette époque-là, moi c'était mon regret peut-être, mais aujourd'hui ça se trouve les choses ont largement évolué. Et je pense que un point que je retiens de ce que tu viens de dire en dernier, c'est l'approche sur le terrain. Est-ce que c'est par exemple quelque chose que tu dirais où Moissy pourrait faire plus Moi je pourrais pas, je pourrais juste dire à Moissy qu'elles fassent ce qu'elles peuvent faire à la hauteur de leurs moyens. Je pourrais pas. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, et on sait très bien que les temps sont durs pour beaucoup d'organisations racisées, vu le climat dans lequel on est. Déjà vivre en tant qu'organisation, c'est déjà énorme. Qu'il y ait des commissions, je trouve ça bien. Moi je trouve ça bien qu'il y ait des commissions, parce que on a aussi des sensibilités, des sujets sur lesquels on a envie de s'investir, plus que d'autres. Moi si j'étais resté à Moissy, il est évident que j'aurais kiffé qu'il y ait une commission santé, voilà. Mais il y en a eu maintenant. Bon moi c'est des choses comme ça qui me font plaisir, qu'il y ait une commission santé, que effectivement qu'il y ait des commissions, je trouve ça très bien. Parce que c'est important aussi qu'on rappelle que les personnes noires ont aussi différents domaines de vie, et que les gens ne sont pas juste des noirs, ils ont des familles, ils ont aussi des enfants, un travail ou pas, des papiers ou pas, nos vies sont complexes, donc voilà. Ils sont multidimensionnels. Exactement, et du coup c'est important qu'il y ait ces commissions, parce que ça prend en compte les femmes noires dans leur globalité, dans leur pluralité et dans leur réalité, ça c'est très important. Et alors sur le terrain, quand on parle de terrain, on parle de quoi? Parce que moi je suis pas pour un clivage genre il y a le terrain et puis il y a les gens qui réfléchissent. Il y a des gens pour qui c'est pas le truc d'aller sur le terrain. Maintenant, je pense que comme Moissy est une organisation noire, j'ai dit nous parce que je m'inclus de loin, mais oui, quand même, mais on est une organisation noire. Je pense que nous n'avons pas le choix.
Voilà, tu ne fais plus partie de Moissy, mais je pense qu'on y a touché un petit peu, mais y a-t-il des choses que tu changerais au sujet de la création de Moissy, ou est-ce que tu as des regrets quelconques, ou voilà, est-ce qu'avec le recul maintenant, qu'est-ce que si tu devais refaire le point voilà sur Moissy, ou tu l'as dit au tout début, mais est-ce que disons que moi je pense qu'il faut pas regretter. Voilà, je pense que c'est sans doute l'acte politique de ma vie le plus fort pour l'instant. J'en ai eu d'autres, mais celui-là, voilà, c'était une envie de cœur à la base. C'était un besoin, enfin voilà, c'était très égoïste comme démarche, et je suis contente voilà, de l'avoir partagé avec d'autres sistas, et moi j'ai pas un rapport comptable avec mon militantisme. Je pense que quand on se révèle à soi-même qu'on est afroféministe, dès qu'on en a conscience, c'est quelque chose qui se taffe au quotidien. Et voilà, et moi aussi ça a été oui un bon bout de, je suis restée quand même je pense 2 ans. Et 2 ans c'est bien, c'était 2 années intensives, vraiment, où j'ai beaucoup appris, voilà, aussi sur le sujet politique que je suis aussi. J'ai dû apprendre à me positionner, à faire solidarité, puis à redéfinir aussi certaines choses, la sororité, voilà, tous ces concepts aussi qu'on aime bien manipuler, mais c'est des concepts qui doivent être palpables à l'épreuve du terrain, enfin voilà. Et donc non, moi j'ai pas de regrets, je crois qu'on peut toujours me fier, mais voilà, c'est vraiment un collectif pour moi qui, quoi qu'il arrive, méritait d'exister et mérite encore d'exister. Après, je pense qu'il faut... moi, j'aime bien aussi, tu vois, à un moment donné, faire de la politique, c'est aussi des fois savoir partir. Enfin, voilà, et je pense que il fallait que je parte. T'avais d'autres envies. Mais j'avais d'autres envies. Parce que dans un collectif aussi... il n'y a pas de mode d'emploi pour t'apprendre à militer, en fait. Ça, c'est un truc que j'aime bien dire aux gens, c'est il n'y a pas de mode d'emploi pour militer. Tu viens, voilà, comme tu es, mais voilà, un collectif, c'est pas un lieu thérapeutique, c'est pas un lieu où tu viens te soigner, ou émotionnellement tu viens déposer. Donc voilà, je dirais pas qu'il y a des regrets, mais il y a eu des leçons. On peut quand même affirmer que oui, moi aussi... aide les femmes noires en France quand même. Je pense que moi aussi aide les femmes noires en France, ne serait-ce que... En tout cas la cause des femmes noires. En tout cas la cause, les causes, elles font le taf. Après, effectivement, c'est pas parfait, enfin, il n'y a pas de collectif parfait. Voilà, on peut polémiquer pendant 10 heures, effectivement, ouais, c'est pas super, c'est pas machin, ouais, mais en même temps... Elles sont là, elles créent de la visibilité sur les réseaux sociaux, ça envoie quand même du lourd aux sistas qui sont en province, ou qui sont à l'autre bout, tu vois. Donc voilà, il y a quand même... elles sont quand même là, les sistas savent qu'elles existent, et je pense que c'est un repère. Voilà, c'est un repère. C'est important qu'il y ait des organisations noires comme ça qui soient des repères dans un système blanc triarcal. Que voilà, même si effectivement on peut s'appuyer sur du droit commun dans sa vie administrative, mais de savoir qu'il y a des lieux ressources noires où voilà, je peux aussi parler de mon identité sans me faire juger, sans me faire stigmatiser, sans être silencié. Moi, je trouve que c'est énorme. De créer un collectif, ça partait peut-être d'une envie pour toi, mais au final c'était pour toi, et comme nous sommes plusieurs dans ces situations-là, on s'y est retrouvés, donc c'est pas une démarche égoïste. Ouais, ok, d'accord. À mon sens, ce n'en est pas une.
Eh bien, merci beaucoup Sharon d'avoir répondu à ces quelques questions, d'être revenue te replonger dans Moissy pour quelques instants. Mais merci beaucoup, je vois que vous allez interviewer Fania. Je lui ferai des gros bisous de ma part. Ça marche. Donc, non, bah merci de m'avoir de m'avoir invité, parce que parmi les innombrables complexes que je pouvais avoir, être à l'initiative être cofondatrice, mais être à l'initiative en tout cas de ce collectif, c'est quelque chose que je n'ai pas assumé facilement, et je suis contente en tout cas qu'il y ait aussi cette reconnaissance aussi des sistas, que t'étais aussi là, et ça ça me touche beaucoup. Merci encore. Merci à toi. Oh, merci beaucoup. Je m'appelle Fania Noël, j'ai 32 ans, je vis à New York. Je suis actuellement en PhD en sociologie à The New School for Social Research à New York. Donc, j'ai rejoint le collectif il y a 4 ans et demi. Je suis dans le bureau politique, je suis membre active et je suis responsable de la commission idéologie de Moissy. Et qu'est-ce que je fais le plus? Je suis la reine des tableaux. Je fais des tableaux, les planifications générales, tout ce qui est lié aux projets qui sont très gros pour décanter les tâches, la planif, la chorégraphie générale, etc. Donc ça, c'est un de mes domaines. Et dans la commission idéologie et de théorisation politique, ce qu'on fait, c'est beaucoup de recensement du savoir, de la mise en forme, de la diffusion et de la partie formation. Par exemple, c'est la commission idéologie qui produit le podcast Bininga Walk sur l'afroféminisme, ce podcast-là, donc, auquel je parle. On a des projets de glossaire, de bibliothèque virtuelle. Donc c'est vraiment sur la question de comment on produit de la théorie afroféministe, de la théorie politique afroféministe et de l'analyse politique depuis un positionnement militant. Merci Fania pour cette introduction. Démarrons donc maintenant notre interview avec une première question qui n'en est pas des moindres. Qu'est-ce que l'afroféminisme selon toi ? Alors l'afroféminisme, c'est un mouvement politique, une pratique militante et une école de pensée, on peut dire, une idéologie qui comprend la question de la race, de l'hétéropatriarcat et de la classe. Ce qu'on veut dire, c'est comment on vit de manière minorisée et minoritaire en tant que minorité raciale, en tant que noire, mais aussi en tant que minorité de genre, en tant que femme, donc en tant que femme noire, dans un contexte où la majorité des personnes sont blanches et que la majorité sociale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de la majorité numérique, mais de la majorité sociale dans le sens de ceux qui ont le pouvoir politique, économique et culturel, sont des hommes. Donc c'est comment ces systèmes-là, ces systèmes d'oppression s'articulent, produisent des politiques publiques, produisent des discriminations et comment ils impactent nos vies en tant que femmes noires. Et aussi l'afroféminisme pense la question du capitalisme, comme le capitalisme est lié à la question de la suprématie blanche, à la question du racisme et surtout à la question de la négrophobie globale, vu qu'il y a beaucoup de penseurs et l'afroféminisme pense ça, que l'esclavage a été une des matrices de la création du capitalisme, dans le sens où ça a permis de tester, d'expérimenter l'accumulation de capital sous forme humaine, c'est-à-dire des personnes mises en esclavage, mais aussi sa fructification et cette pensée très capitaliste et néolibérale que les ressources sont illimitées, que voilà, c'est une pratique politique, un mouvement politique d'émancipation des femmes noires. Et pourrais-tu à présent nous dire
venir nous en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de Moissy, sa structure, etc. Moissy est un collectif, donc on fonctionne avec deux entités. On a ce qu'on appelle l'Assemblée communautaire qui regroupe tous les membres de Moissy. Actuellement, on est 74. Et on a le bureau politique. Le bureau politique regroupe ce qu'on appelle les membres actifs de Moissy. Donc ce sont les personnes qui sont responsables de gérer les projets, de prendre les décisions sur la ligne de politique, les décisions stratégiques. Donc ça, c'est ce qui forme le bureau politique, composé de 8 personnes. Ces personnes sont en charge des commissions, où sont répartis tous les membres. Donc on a une commission art et culture qui est gérée par Anna Laura, une commission travail, logement, précarité, gérée par Idriss, une commission migration internationale et panafricanisme, gérée par Sine, une commission police, prison, justice, gérée par Nabintou, une commission queer et trans gérée par Ellie et une commission idéologie, théorisation politique que je gère. Donc toutes les commissions sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles peuvent gérer leurs propres projets dans la ligne politique, et c'est pour ça qu'il y a un membre du bureau politique qui gère chaque commission pour être sûr que les projets qui sont gérés, les actions qui sont menées, elles sont en ligne avec la ligne politique, idéologique et les objectifs de Moissy. Toutes ces commissions sont autonomes, donc font des actions et des projets et des formations de manière autonome, et le collectif travaille sur des projets de manière globalement, où tout le monde travaille sur des projets qui sont votés chaque année dans les objectifs annuels, c'est-à-dire qu'on a des actions qui sont portées par le collectif, et des actions et des événements. Par exemple, en termes d'événements, on a Nyansapo qui mobilise tout le collectif, ou l'université digitale qui est en ce moment, qui mobilise aussi tout le collectif, les actions de solidarité, les manifestations, etc. Et quelles sont les valeurs, les objectifs du collectif Moissy? Les objectifs de Moissy et ses valeurs, Moissy pense à la société après, porte une utopie, une pensée de l'utopie afro-révolutionnaire, une révolutionnaire, c'est-à-dire au-delà de la société de classe. On pense une société sans capitalisme, une société de la libération noire, c'est-à-dire la libération noire totale, mais la libération aussi des femmes du joug de l'hétéropatriarcat, et des femmes, des minorités de genre, et aussi des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Donc voilà, donc c'est ça les valeurs de Moissy. Les valeurs de Moissy, c'est la répartition des ressources, des richesses, la coopération, la construction d'avenir commun, la distribution du pouvoir, et aussi pas l'égalité dans le sens être égal à ceux qui ont le pouvoir actuellement, mais la justice. La justice, c'est ça. Et l'objectif de Moissy, c'est de contribuer au mouvement de libération, qu'il soit en France, en Europe, en Afrique, dans la Caraïbe, en apportant sa pierre à l'édifice, que ce soit en faisant des actions, en soutenant les luttes, en production de la pensée, en formant les gens. C'est d'accompagner la prise en charge par la communauté et la construction d'une communauté politique basée sur un objectif politique de libération noire et de libération afroféministe et anticapitaliste. Voilà, et on s'inscrit aussi dans un agenda panafricaniste, parce qu'on pense que la fin de la négrophobie ne pourra pas arriver s'il n'y a pas des espaces géographiques, des espaces politiques et situés en Afrique ou dans la Caraïbe, autonomes, indépendants, vraiment indépendants, politiquement, économiquement, pas sous le joug de néocolonialisme ou l'impérialisme, et aussi que ces pays connaissent la prospérité pour pouvoir défendre ce projet panafricain. Donc c'est aussi en lien avec les militants africains, caribéens dans leur pays, mais dans un projet panafricain et global, des Noirs qui sont en Occident et des Noirs qui sont dans des pays d'Afrique et de la Caraïbe. Donc voilà.
C'est un très beau projet à portée universelle, effectivement, que tu nous décris là. Mais pour revenir sur un plan plus national, qu'est-ce que Moissy peut apporter au développement de l'afroféminisme en France ? Donc Moissy, c'est une des organisations afroféministes les plus importantes en France actuellement, en termes de nombre de militants, mais aussi en termes de production, que ce soit de production idéologique, de formation, d'événements, d'actions, de participation à d'actions, mais aussi qui est le nom le plus connu, bon an mal an. Je pense que c'est lié à des polémiques, mais aussi à ce qu'on fait pour c'est le contexte et qu'est-ce qu'on peut apporter. Mais en fait, ce qu'on essaye d'apporter, c'est un exemple de structuration, mais aussi de la coopération. Par exemple, Moissy n'a jamais voulu être national. On est basé en Île-de-France, on est sur la région Île-de-France. On fait des projets comme le Digital Bootcamp pour aider d'autres collectifs à se créer dans d'autres endroits. C'est pour faire en sorte qu'il y ait d'autres organisations qui soient ancrées, d'autres organisations afroféministes qui soient ancrées géographiquement dans des villes précises et sur des luttes qui sont précises, qui sont ancrées dans leur territoire. Et ça, c'est important. Et on travaille en coopération avec des organisations afroféministes qui sont en France, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, dans la Caraïbe ou en Afrique subsaharienne. Donc, on essaye aussi d'apporter une vision globale, transnationale et internationale des luttes afroféministes, féministes africaines, féministes de la Caraïbe, black feminism, et pour apporter une compréhension de ce qui est commun à nos luttes, mais ce qui est particulier, ce qui demande de la solidarité, ce qui demande de la compréhension, ce qui demande du support, etc. Et voilà, donc on essaye vraiment d'être une organisation qui en plus d'être de faire des actions, d'avoir une ligne politique, qui renforce, qui muscle ce que ça veut dire l'afroféminisme, qui muscle de manière théorique, de manière pratique, dans la pratique politique, mais aussi dans la production idéologique, dans la formation, ce que ça veut dire l'afroféminisme, et aussi d'expliquer que on porte un afroféminisme qui n'est pas universel dans le sens où n'est pas l'afroféminisme en général. On porte un afroféminisme qui est particulier, qui se veut un afroféminisme révolutionnaire, et il y a d'autres types d'afroféminisme qui sont défendus dans l'espace public, dans l'espace intellectuel, dans l'espace académique, universitaire, dans l'espace militant, qui sont des afroféministes qui sont différents de celui de Moissy, avec qui Moissy peut avoir des désaccords localisés, c'est-à-dire sur des points précis d'analyse politique, ou des désaccords entiers et des antagonismes. Donc voilà, donc on défend un type d'afroféminisme extrêmement spécifique et qui se veut une proposition de changeant le système. Et donc dans ce positionnement spécifique, y a-t-il eu depuis que tu es à Moissy des événements marquants dont tu pourrais nous parler ? Bon, des choses marquantes, il y a la polémique nationale autour de Nyan Sapo, mais ça, c'est pas le plus marquant. Le plus marquant, c'est que Nyan Sapo a eu lieu 2 fois et que c'était vraiment un événement, 2 événements très forts, extraordinaires, qui demandent beaucoup de travail, où on doit vivre de la cohésion, mais de la division de groupe aussi, que tout le monde est stressé, mais qu'on arrive à le faire. Il y a des couacs, des petits couacs, et après il y a des grands couacs, donc ça c'était assez marquant. Il y a la sortie du livre qui était une étape importante, parce que c'est important de dire ce qu'on pense à un moment donné. Dernièrement, c'est la première fois que Moissy intègre autant de personnes, et passer en moyenne 10-15 personnes à 75, c'est vraiment un tournant en termes d'évolution. Sur le collectif en lui-même, juste par curiosité, donc tu indiquais tu indiquais précédemment que le collectif est passé d'une dizaine de membres à 70-74 membres, tu disais. Est-ce que cette augmentation du nombre de membres est due à une demande de la part des gens qui voulaient rejoindre le collectif, ou alors est-ce que c'est un besoin de votre part, membres déjà actifs dans le collectif, qui avaient besoin de plus de gens, ou est-ce que c'est un mix des deux, une volonté à la fois de personnes extérieures au collectif et des membres déjà actifs dans le collectif?
Oui, on s'est beaucoup agrandi. Et qu'est-ce qui a motivé cette décision? C'est qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient rentrer dans Moissy et aussi parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que on n'était pas assez nombreuses. Donc il fallait trouver un moyen de faire ça, mais de faire entrer les gens dans les bonnes conditions. Donc on a dû réfléchir en amont, c'était quoi le processus, on a travaillé pendant c'était majoritairement pendant le confinement, un processus d'intégration, comment on intègre les gens, c'est quoi la meilleure façon d'intégrer les gens dans un collectif pour qu'ils fassent des choses et non pas juste être membres, parce que on n'est pas une organisation de masse dans le sens où on est un collectif, donc les gens qui sont là sont censés militer, donc il fallait faire ce processus, créer les commissions parce que les commissions n'existaient pas. Donc une fois qu'on a fait le processus de comment les gens rentrent, créer les commissions qui fait que les gens sont que tous nos membres sont dans des commissions. Dans les commissions, il y a maximum 15 personnes. Donc quand on est à 15 et qu'il y a un membre du bureau politique, ça fait qu'on se forme sur le tas et c'est plus facile que si on était lâché dans une organisation comme ça. Donc voilà, et ça permet aussi que les gens s'acclimatent à c'est quoi le travail en collectif, à voir s'ils veulent rester, etc. Et avec le temps, le but c'est que les personnes qui ont rejoint cette année, qu'elles rejoignent après le bureau politique après cette année d'intégration et de formation et d'implication. Donc voilà, donc c'était nécessaire de grandir, de changer de forme pour pouvoir répondre au fait que c'est un mouvement qu'on construit ensemble avec ceux qui veulent. Donc il faut pouvoir accueillir ceux qui veulent dans les bonnes conditions. Merci beaucoup Fania d'avoir répondu donc à ces questions. Bienvenue à Boumi et Marie sur ce premier épisode de Living a Walk. Je vais commencer avec toi Marie, si tu pouvais te présenter rapidement. Voilà. Alors je m'appelle Marie, avant j'étais journaliste et maintenant je suis chargée de com dans une ONG. Et toi donc Boumi? Donc moi c'est Boumi et il y a un an de stage, j'étais développeuse web à Dubaï et j'ai tout quitté pour lancer ma boîte de production audiovisuelle avec ma femme et moi aussi je viens de rejoindre Moissy en tant que membre sympathisante. Très bien tout ça. On a un beau panel aujourd'hui. On va entrer donc dans le vif du sujet et première grande question. Qu'est-ce que l'afroféminisme selon toi? Alors, l'afroféminisme selon moi, c'est un mouvement de lutte qui lutte justement contre les discriminations subies par les femmes noires, afrodescendantes. Je pense que c'est aussi un mouvement intersectionnel parce que être femme et être noire c'est pas la même chose que être femme et être blanche, donc voilà, il y a plusieurs choses qui se lient, notamment le racisme. C'est quelque chose qui me parle parce que premièrement je suis une femme afrodescendante et c'est quelque chose qui me parle parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout mis en avant dans les médias de masse, même dans mon entourage personnel. Voilà, c'est quelque chose que j'ai découvert et qui m'a vraiment, qui m'apprend encore aujourd'hui à m'aimer parce que la société ne me l'apprend pas, mon entourage ne me l'a pas exactement appris. Enfin voilà. Oui. Très bien. Et je pense que tu n'es pas la seule en ce cas, en ce qui concerne l'afroféminisme. Moi aussi, ça a été une grande révélation. Et donc, je te pose à toi, Marie, la même question. Qu'est-ce que l'afroféminisme selon toi? Je vais essayer de répondre après Loumi, ça va être compliqué. Non, alors moi, je suis d'accord que... Alors déjà, avant, il y a quelques années, j'avais l'impression que ça n'existait pas quand j'étais plus jeune en France. Donc je pense que j'ai toujours été un peu féministe et je m'intéressais aux questions du féminisme, mais je pense qu'il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à lire des choses et à découvrir moi aussi ça a été une révélation, parce que même s'il y a beaucoup de choses dans le féminisme qui me parlent, c'est quand même un féminisme blanc avec lequel j'ai grandi, ou en tout cas avec lequel dont on nous apprend les références. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de comprendre en tant que femme noire beaucoup de choses sur lesquelles j'arrivais pas à mettre le doigt.
Et donc, c'est ce qu'elle disait, je pense que c'est une grande révélation et aussi une sorte de soulagement de me dire qu'il y a certaines choses où je suis pas folle, je sais pas comment expliquer. Parce que c'est de la théorie et c'est aussi de la mise en pratique et ça permet de se dire, bah non, en fait, c'est vrai, ce que j'avais l'impression, ce que je ressentais, c'est pas que dans ma tête. C'est vraiment lié au fait d'être une femme noire en France. Et ma question suivante concerne moi aussi, à savoir comment est-ce que tu en as entendu parler? Je pense que j'ai vu passer des choses sur Internet sur quand le festival a failli être interdit parce qu'il y avait un espace réservé qu'aux femmes noires et que ça avait fait scandale en France. Et donc c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Donc j'ai suivi de loin et en fait quand je suis revenue en France, je me suis dit que j'avais vraiment envie d'être dans un mouvement afroféministe, même de développer mes connaissances, d'essayer d'apporter un peu ma petite pierre à l'édifice en France en étant bénévole, en faisant je sais pas quoi que ce soit de la trad, et c'était comme ça après que j'ai recontacté moi aussi. De mon côté, je me permets une petite note. Oui, ça a été la même aussi par ce petit festival qu'elles ont. Voilà, c'est comme ça que j'en ai entendu parler. Pareil. C'est triste un peu quand même. Ah oui, c'est très triste. C'est triste de dire quand on entend que ça passait dans les médias parce que c'est ça dont ça a parlé. Voilà, c'est ce qu'ils ont retenu. Je suis très contente que ça soit grâce à ça, mais on se dit que ça fait l'aine des journaux parce qu'on parle de ça, parce que les gens sont focalisés là-dessus, c'est quand même un peu triste. Exactement, c'est à la fois tant mieux et ça démontre effectivement le besoin en fait du mouvement, ça nous légitimise encore plus d'une certaine manière parce que c'est la preuve que il faut que les choses soient faites parce que on peut pas continuer comme ça. Wumi, quelle a été la raison pourquoi tu as choisi de rejoindre Moissy Donc j'ai décidé de rejoindre Moissy parce que j'ai changé de milieu je sais pas trop comment on dit, socio-culturel du fait d'être venue vivre avec ma femme, enfin chez ma femme. Voilà. Et en fait j'ai grandi en banlieue et je suis donc en banlieue il y avait beaucoup d'arabes, beaucoup de noirs. Ensuite je suis partie directement travailler à Dubaï après mes études. Là-bas encore une fois il y avait beaucoup d'arabes et de noirs et je suis passée de Dubaï à Limours en Hurepoix dans le 91 qui est une ville avec très peu de personnes racisées. Et au début je pensais pas que ça allait m'affecter mais mélangé à d'autres choses ça m'a, enfin avec le changement socioculturel et d'autres choses dans ma vie ça m'a vraiment perturbée finalement et je me suis dit qu'il fallait que je retrouve une communauté qui me ressemblait, que ce soit dans les problématiques ou dans la culture qu'on peut éventuellement partager, même si on fait pas, enfin l'Afrique n'est pas un seul pays bien sûr. Non. Voilà, au cas où personne se pose des questions dessus. Voilà. On vous le dira jamais. Mais il y a des choses, voilà. C'est ça. Du coup, en rejoignant le collectif, est-ce que donc tu avais déjà des attentes? Tout à fait, oui. Quelles étaient-elles? Et depuis que tu as rejoint, est-ce qu'elles ont changé? Est-ce qu'il y en a de nouvelles? Voilà. Donc voilà, qu'attends-tu, d'avoir peut-être rejoint à cause de Moissy, je pense que déjà pour quelles étaient mes attentes par rapport au collectif Moissy, je pense que je m'attendais à faire partie ou à voir en action une espèce de sororité ou déjà ça c'était vraiment un truc que j'avais envie de voir et d'expérimenter moi-même. Après il y a aussi l'apprentissage. J'ai envie toujours bien sûr d'apprendre aux côtés de personnes qui sont dans le militantisme afroféministe depuis plus longtemps que moi. Enfin voilà, j'ai envie d'échanger avec des gens qui sont concernés et qui s'intéressent vraiment à ce genre aux problématiques sexistes et raciales. Et je pense que pour le coup
je pense que j'ai déjà, au niveau de l'apprentissage, j'ai été servie. J'apprends des choses. Je savais même pas qu'il y avait un collectif afroféministe en 1980 en France, quoi. Ouais. Parce qu'en France, bon, ces questions-là, elles sont ignorées, complètement ignorées. Exactement. Donc, les choses, c'est à la limite du tabou, encore parler de racisme. C'est assez fou parce que la France, dans son histoire coloniale, elle est s'il fallait faire un niveau entre les différents pays colonisateurs, je pense qu'elle est au même niveau que l'Amérique, quoi. Enfin, on est tout le temps là à dire oui, les Américains, regardez, nanana, mais en France c'est pas mieux, quoi. Exactement. Du coup déjà ça, tout de suite tu te dis ah ouais, d'accord, tu lis les ressources de Moissy et t'es là, d'accord. Donc tout ça on nous le dit pas, tout ça passe sous silence, et c'est vraiment très très dommage. C'est vraiment très très dommage. Ah oui, c'est absolument dommage. C'est une grosse perte dans le développement de soi aussi en tant que personne noire de France. L'éducation qu'on reçoit à l'école, les choses qu'on nous dit à l'école, ça nous fait nous sentir d'une certaine manière. Hein. Et effectivement, en grandissant, de découvrir des choses, ça change tout un monde. Hein. Ça change énormément la vision des choses et le sentiment qu'on peut avoir envers un pays aussi, quoi. Je pense que je m'attendais à faire partie ou à voir en action une espèce de sororité. Ou déjà ça c'était vraiment un truc que j'avais envie de voir et d'expérimenter moi-même. Après il y a aussi l'apprentissage. J'ai envie toujours bien sûr d'apprendre aux côtés de personnes qui sont dans le militantisme afroféministe depuis plus longtemps que moi. Enfin voilà, j'ai envie d'échanger avec des gens qui sont concernés et qui s'intéressent vraiment à ce genre aux problématiques sexistes et raciales. Toi Marie, comment as-tu découvert l'afroféminisme ? Qu'est-ce que ça t'a apporté, aussi bien de manière positive et négative s'il y a ? Moi, j'ai découvert avec une auteure brésilienne qui s'appelle Jamila Ribeiro, qui a écrit un livre qui s'appelle « Qui a peur du féminisme noir ». Et je l'ai découvert au Brésil vraiment parce qu'il y a des mouvements féministes très actifs et que presque les 5 dernières années j'étais là-bas. Et qu'est-ce que ça m'a apporté ? Comme je disais avant, moi ça m'a vraiment permis de mettre le doigt sur certaines choses ou d'avoir des mots pour certaines choses que j'arrivais pas à exprimer, même face à des gens, pour expliquer certaines choses de fait d'être femme et d'être noire. J'avais du mal parfois devant les gens à expliquer oui. Je sais pas, à me défendre ou à expliquer certains concepts ou voilà, ou expliquer juste ce que c'était pour moi que la condition d'être une femme noire en France, pourquoi c'était plus compliqué dans beaucoup de situations, même tout ce qui est le rapport à mon corps, à la beauté, voilà, je sais pas, plein de choses, et moi ça m'a permis vraiment comme on disait, de me dire que j'étais pas folle. Et toi donc, Winnie, même question. Oui. Comment as-tu découvert l'afroféminisme ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Voilà. Alors moi, je pense que j'ai découvert l'afroféminisme de loin environ l'année dernière, à peu près l'année d'avant. En 2018, à peu près à la même période, en septembre, quelque chose comme ça, parce que c'était pas longtemps avant que je parte travailler à Dubaï. Et en fait, je pense que c'est parce que j'ai commencé à fréquenter des gens du milieu militant LGBT, blanc. Et en fait je me retrouvais pas forcément dans leurs questions, enfin si, mais il manquait quelque chose. C'est un peu ce que tu disais Marie tout à l'heure, il manquait quelque chose, il y avait quelque chose qui bloquait, quoi. Et petit à petit quand je suis partie à Dubaï, j'ai noté des petits trucs qui me gênaient, et puis j'ai fait des petites recherches, j'ai lu quelques articles, et je crois que c'était le jour où je suis tombée sur la vidéo, le TED Talks, la
vidéo sur YouTube de No You Cannot Touch My Hair, ça m'a vraiment bouleversée parce que moi on m'a souvent touché les cheveux parce que trop beau les curls, je sais pas quoi, alors que enfin même ça c'est pas, j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça que c'était encore problématique de vouloir toujours des boucles sur les cheveux afro. Et en fait je laissais les gens toucher tout ça et vraiment cette vidéo elle m'a vraiment marquée parce que la femme dans cette vidéo fait référence à alors je n'ai pas les noms exacts et je m'en excuse parce que ça je devrais les connaître pour le coup. Mais il y a une femme noire sud-africaine je crois qui était exposée il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a moins de 20 ans dans un musée français, voilà, je pense que ça doit vous parler. La fameuse femme autantote. Exact. Ouais. Exact. Et ben elle fait un parallèle à cette femme quant au fait de toucher les cheveux afro quand une personne blanche notamment touche les cheveux afro, avec quel regard elle touche les cheveux afro quoi finalement. Alors est-ce que c'est quoi c'est objectivisé, enfin voilà, il y a quelque chose de malsain et moi je l'avais jamais vu avant de voir cette vidéo, donc je pense que c'est à partir de vraiment ce jour-là. Je me rappelle que j'avais bien déprimé ce jour-là, donc ça m'avait rajouté une petite couche en mode merde, je me suis fait avoir depuis le début en fait. Mais je donc, pense que c'est juste pour les cheveux, c'est ouf parce que c'est vrai que juste pour rebondir, t'as raison. Moi, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui me demandaient, et quand j'étais jeune, tu disais oui, en fait, c'est que maintenant, que comme tu dis, tu te rends compte à quel point c'est pas normal, en fait. Ouais, moi, je donne des gens dans la rue que je connais pas. Mais tellement, moi, je trouve ça pas fou, quoi, d'avoir des cheveux. Et les gens, enfin, voilà, quoi, Marie et Roselyne, vous savez peut-être effectivement ce que c'était, hein. Ah oui. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, mais avant, j'étais presque flattée, quoi. J'étais on s'intéresse à moi, c'est gentil, cool, mais non, en fait, t'apprends plus tard que c'est malsain. Ouais. Donc, moi, je sais que la première fois, dans mon cas, je suis née au Cameroun, on a déménagé en France quand j'avais 8 ans. Et je suis arrivée, j'avais des tresses un petit peu longues, donc bon, personne m'a fait de remarques ni rien. Et puis au bout d'un moment, il fallait enlever ses tresses et on venait d'arriver en France. D'habitude, ma mère me faisait coiffer par la famille ou machin quand on était au Cameroun. Mais bon, en France, on connaissait personne, donc elle a dû s'y mettre. Et la seule chose qu'elle pouvait me faire, c'était des nattes, donc les fameuses nattes collées, comme on dit en France, qui ne sont simplement que des nattes. Bref. Et donc je retourne à l'école. En plus, j'étais toute contente parce que c'était ma maman qui m'avait coiffée et tout. Et je me souviens d'un coup d'un seul, tout le monde dans toute la classe qui me pose des questions, qui me regarde, et je me suis sentie mais vraiment sous les feux des projecteurs, mais observée à la loupe en fait. On me posait des questions, bon c'était des enfants, mais il y avait une espèce de violence comme ça, et comment elle a fait, c'est collé, tes cheveux ils sont collés, mais où sont passés tes cheveux, enfin des questions avec la naïveté des enfants, mais en même temps une espèce de violence dans le fait de se dire qu'on peut poser ce genre de questions en fait, qu'il y a le droit de sans prendre en considération l'autre. J'ai encore eu en adulte, une vingtaine d'années, dans un cadre scolaire, un jeune homme qui n'était même pas dans ma classe, il m'a demandé avant de me toucher les cheveux, mais quand même me demande s'il peut me toucher les cheveux, et je me suis dit quand même le culot, tu ne connais pas quelqu'un et tu te dis tiens je peux te toucher les cheveux, c'est quand même même fou. Et je trouve que c'est révoltant. C'est révoltant, et ça montre en fait comment même inconsciemment les gens nous ont complètement nous sommes toujours des objets et ils peuvent en disposer comme ils veulent. Donc, c'est quand même même fou. Et je trouve que c'est révoltant. C'est révoltant, et ça montre en fait comment même inconsciemment les gens nous ont complètement nous sommes toujours des objets et ils peuvent en disposer comme ils veulent. Donc on peut s'adresser à toi, on peut t'insulter, on peut toucher les cheveux, tu ne mérites presque pas le respect que je donnerais à une personne blanche que je n'approcherais pas de la même manière, avec qui je n'interagirais pas de la même manière.
Et oui, là-dessus, ouais, l'afroféminisme, oui, ça apporte des armes, comme vous avez dit toutes les deux, pour savoir comment exprimer, voilà, toutes ces choses, et en quoi ce n'est pas ok, et qu'il faille que ça change, et de pouvoir montrer par A plus B. En passant, voilà, au-dessus de l'expérience personnelle, parce que souvent, voilà, c'est aussi le problème quand on parle de son expérience à soi, les autres ont encore plus de mal à l'entendre, et là d'arriver avec un concept qui du coup, sans être trop dans l'abstrait, permet de justement détacher un petit peu l'individu d'une manière positive. Enfin, continuons. Nous avons encore quelques questions. Marie, y aurait-il des enjeux spécifiques à l'afroféminisme en France, comparé donc à d'autres pays, selon toi? Donc, y a-t-il des enjeux spécifiques à l'afroféminisme en France, en comparaison avec d'autres pays, selon toi? Donc, en termes de... Dans le déjà, faut que... Oui, vas-y. Je sais pas, moi je pense qu'il faut déjà que les gens comprennent ce que c'est. Enfin, il y a déjà un truc très important en France, c'est qu'ils comprennent pourquoi c'est important et ce que c'est. Je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissances par rapport à... Puis on parle pas de race en France, on parle de rien. Enfin, c'est des mots... C'est tabou. C'est des mots qui sont mal vus. Donc je pense qu'en France, il y a vraiment un gros boulot pour que ces concepts-là soient entendus et que la société comprenne pourquoi on a besoin de l'afroféminisme. L'afroféminisme, il y a beaucoup de ces questions qu'on intériorise, ces sentiments qu'on intériorise, et ça donne... moi, ça m'a donné, oui, la légitimité de me dire non, je suis là, j'ai le droit d'être là, et absolument j'ai rien fait de mal, quoi. J'existe et j'ai le droit d'avoir le droit. Ouais, carrément. Mais c'est marrant parce que moi, j'avais assisté à du coup la dernière réunion de ma commission, parce que du coup, quand on est membre sympathisante, on fait partie d'une commission. Je sais pas s'il faut le dire, mais voilà, je le dis. On peut le dire, oui. Je pense que c'est bon à savoir. Ok. Et du coup, durant la réunion, la dernière réunion, il y a une des membres qui prend la parole et qui parle un peu plus longtemps que les autres, et elle finit par s'excuser. Et la membre active qui s'occupait de la réunion, elle dit ah non mais ne t'excuse jamais quand tu prends la parole ici, parce que en fait c'est ton temps de parole et tu en fais ce que tu veux, quoi. Enfin, t'as pas exagéré, enfin voilà, y a pas de, ne t'excuse pas, quoi, stop. Oui. Et vraiment j'ai pris ça pour moi, alors que moi j'ai presque pas parlé de la réunion, quoi. J'étais là waouh, tout de suite ça m'a fait quelque chose. J'étais là mais ouais, je vais pas m'excuser à chaque fois et tout, c'est vrai. Bah merci et tout, alors que c'était pas moi, mais vraiment c'est. Oui. Et ça démontre ça démontre vraiment le carcan dans lequel de manière inconsciente on se retrouve en tant que femme noire, en fait, de toutes ces sensations de gêner, parce que d'une certaine manière on nous le fait sentir mais sans nous le dire, donc on l'intériorise et ça nous suit, quoi. Et c'est vrai que ces lectures, de rencontrer d'autres personnes, etc., ça te donne c'est comme un bâton de berger, quoi. C'est exact sur lequel tu peux t'appuyer et qui te redonne un petit peu de force et de... C'est ça, exactement. Et de vigueur. Voilà, c'était le premier épisode. Merci à Marie, Wumi, Sharon et Fania d'avoir répondu à mes questions. Je vous donne rendez-vous dans un mois. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram et Twitter, Biningawok, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, questions et remarques. À bientôt, au revoir. Kizu Studio est un studio de production militant et bénévole. Vous pouvez proposer vos idées de podcast ou nous soutenir en faisant un don sur kizustudio.com.